Merci Edouard, bonjour à tous. Je pense que les présentations d'Edouard et d'Amaël étaient des très bonnes introductions à ce problème de la déglaciation et de la bascule climatique bipolaire. Moi, je vais avoir une présentation un petit peu plus focalisée sur les problèmes de chronologie et de déphasage des enregistrements des calottes de glace. Voilà, donc je travaille à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, qui était anciennement le laboratoire de glaciologie. Alors, je vais vous parler essentiellement de trois choses. Je vais vous parler du déphasage entre le CO2 et la température lors de la dernière déglaciation. Ensuite, je vais vous parler d'une courbe synthétique de température au Groenland sur 800 000 ans. Alors, Amaël a dit que les enregistrements du Groenland s'arrêtaient à peu près 125 000 ans dans le passé, 125-130 000 ans dans le passé. Mais on peut essayer de produire des courbes artificielles de cette température au Groenland à partir de ce qui se passe en Antarctique, en fait. Voilà. Et enfin, je vais vous parler du déphasage Groenland-Antarctique lors de la bascule bipolaire. Alors, tout d'abord, je commence avec ce problème du déphasage CO2-température lors de la dernière déglaciation. Donc, vous savez, c'est un débat qui est assez ancien, finalement. Donc, quelle est la poule et quel est l'œuf entre le CO2 et la température? Est-ce que c'est le CO2 via l'effet de serre qui produit les augmentations de température, ou est-ce que c'est la température via d'autres mécanismes qui produit l'augmentation de CO2? Alors, une petite mise en contexte, c'est ce papier par nos collègues suisses dans Science en 2001, qui avait produit une très jolie courbe de CO2. À l'époque, c'était la meilleure courbe de CO2 pendant la dernière déglaciation, vous voyez, avec des mesures assez précises, de l'ordre de quelques ppm. Alors, donc, entre 22 000 et 9 000 ans dans le passé. On voit très bien cette augmentation des concentrations en CO2 de 190 à 270 ppm. Et puis, donc, ils avaient reconstruit également la température en Antarctique à partir de la composition isotopique. Donc, je réfère à ce que vous a dit Amaël. La composition isotopique de la glace en Antarctique nous permet également de reconstruire la température antarctique. Et puis aussi, vous avez le méthane, mesuré également dans cette carotte. Alors ça, c'est à partir de la carotte de Domsee en Antarctique, qui montre donc effectivement le Bollinger, le Younger-Dryas et le début de l'Holocène. Et puis donc, ce qu'ils avaient vu, c'est que, a priori, la température antarctique avait commencé à augmenter, vous voyez ici, à peu près 800 ans avant que le CO2 ne commence à augmenter. Et donc, ça semblait suggérer que le CO2 n'était pas responsable de la déglaciation, et c'était un argument qui était, à l'époque, largement repris par les climato-sceptiques, qui disaient, regardez, en fait, le CO2 n'a pas d'impact sur la température, puisqu'il a commencé à augmenter après. Alors, en fait, le problème n'est pas si simple que ça, parce que, comme vous l'a dit Amaël, en fait, on doit faire face à deux chronologies dans les carottes de glace. Donc la température en Antarctique, qui est par exemple évaluée à partir des isotopes de la glace, sédimente en surface, dans les flocons de neige. Et puis par contre, l'air, les bulles d'air desquelles on mesure les concentrations en CO2, elles sont piégées à ce qu'on appelle la profondeur de piégeage, qui vaut typiquement une centaine de mètres en Antarctique. Ça varie, ça peut varier selon les conditions, mais typiquement, ça vaut une centaine de mètres. Alors, cette centaine de mètres, ensuite, la neige se compacte, devient de la glace. Donc, cette centaine de mètres, elle est transformée cette profondeur de piégeage, elle est transformée en profondeur de piégeage en équivalent glace, qui vaut la profondeur de piégeage fois la densité moyenne du névé. Et la densité moyenne du névé, c'est à peu près 70%. Donc la centaine de mètres devient à peu près, pour simplifier, 70 mètres. Et après, la glace s'écoule et les couches de glace s'amincissent. Et en fait, ces 70 mètres sont multipliés par ce qu'on appelle la fonction d'amincissement de la glace, qui devient de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on s'enfonce, pour valoir simplement quelques pourcents quand on est au fond de la calotte polaire. Donc ça, c'est un problème parce qu'en fait, il faut savoir évaluer
ce delta profondeur, donc cette différence en profondeur entre la glace et les bulles d'air, pour avoir une chronologie relative précise de la température et du CO2 en Antarctique. Alors, donc, un de mes collègues, Nicolas Caillon, avait pris le problème un petit peu dans un autre sens, sous la direction de Jean Jouzel. Il avait utilisé, en fait, la variation en argon 40 dont vous a parlé Amael. Alors, on ne sait pas très bien, en fait, ce que représente cette variation d'argon 40. Donc ça, c'est pour la terminaison 3, hein, donc c'est pour la troisième déglaciation, en fait, de 260 000 à 230 000 ans dans le passé. Et donc, il avait fait l'hypothèse que cet argon 40 était un indicateur de la température en Antarctique, mais un indicateur dans les bulles d'air, cette fois-ci, et non pas dans la glace. Et donc, l'intérêt de cet indicateur, c'est que cette fois-ci, on n'a pas affaire au problème du delta profondeur, on a dans les mêmes bulles d'air l'argon 40 et le CO2. Et donc, il avait évalué qu'il y avait également un déphasage, toujours de 800 ans à peu près, entre les variations de température mesurées dans l'argon 40 et le CO2. Voilà, donc voilà un petit peu quel était l'état de l'art. Alors c'était un problème, hein, parce que effectivement c'était un argument qui était souvent repris par les climato-sceptiques. Alors bon, on avait beau expliquer qu'en fait, on expliquait qu'en fait le CO2, même s'il n'était pas à l'origine du début de la déglaciation, pouvait être un amplificateur, hein, donc pouvait avoir un rôle très important. Également, ça c'est un papier qu'Edouard connaît bien parce qu'il l'a co-signé. Donc Shakun, en 2012, montrait bien également que... Alors, vous avez ici donc, le CO2, c'est les cercles en jaune. Vous avez la température dans l'hémisphère sud qui est en rouge, hein, donc, qui, a priori, effectivement, avait commencé à augmenter un petit peu avant le CO2. Et puis, ce qu'avait fait Shakun, c'est qu'il avait, à partir d'une multitude de sites, dérivé une température globale, cette fois-ci. Alors là, attention, le temps s'écoule vers la droite, hein, donc de 22 000 à 7 000 ans dans le passé. Et il avait montré qu'en fait, même si la température en Antarctique avait commencé à augmenter avant, la température globale, elle, avait commencé, était en retard par rapport au CO2. Voilà, bon, mais on avait quand même toujours ce caillou dans la chaussure de cette température antarctique qui avait commencé à augmenter après le CO2, et j'ai voulu revisiter un petit peu ce problème avec des collègues dans ce papier dans Science en 2013. Et notamment, j'ai voulu réévaluer ce problème du delta profondeur. Alors, comment était évalué le delta profondeur? En fait, il y avait des modèles de Névé, donc des modèles qui, à partir de la température et du taux d'accumulation de neige en surface, prédisaient la profondeur de piégeage, donc des modèles physiques. Et puis, quand on associait ça à des modèles d'écoulement de la glace, on pouvait évaluer le delta profondeur, ou delta depth en anglais. Vous voyez ici, c'est cette courbe en très fin. Alors, vous voyez un delta profondeur ça, c'est la dernière déglaciation, hein, donc, qui se situe de 350 à 600 mètres dans la carotte d'Epica Domsé. Et vous voyez un delta profondeur qui était assez stable. En fait la fonction d'amincissement diminue, hein, puisque l'amincissement devient de plus en plus fort, mais la profondeur de piégeage augmentait, donc les modèles simulaient en fait un scénario relativement constant. Après, on a une autre méthode dont vous a parlé Amael précédemment, qui est la méthode du N15 ou de l'argon 40, hein, ces deux indicateurs sont assez semblables, qui permettent... Alors, vous avez ici une figure d'un papier d'Amael en 2006, où vous voyez très bien ce qu'on appelle l'effet gravitationnel, c'est-à-dire que ça, c'est le Névé, hein, donc vous avez la profondeur de 0 à 100 mètres, et vous voyez un enrichissement de l'azote 15 et de l'argon 40, en fait, qui est un enrichissement gravitationnel, c'est-à-dire que l'azote 15 et l'argon 40 sont des atomes plus lourds, donc qui vont se trouver en plus forte concentration dans les zones basses. Alors vous avez également l'effet gravitationnel, on sait l'estimer via cette équation. Vous avez aussi un effet thermique, de fractionnement thermique, hein, qui dit que les isotopes lourds vont préférentiellement dans les zones froides. Vous voyez en fait
l'onde de température saisonnière qui provoque un effet thermique en surface. Mais bon, cet effet thermique en Antarctique, il est assez faible, et puis on peut le corriger, hein, et donc on peut arriver à estimer la profondeur de piégeage à partir de la concentration en azote 15. Hein, donc à partir de la concentration en azote 15, on déduit la profondeur de piégeage. Encore faut-il faire une hypothèse sur ce qu'on appelle la zone convective. Donc la zone convective, c'est une zone en surface où il y a des mouvements de convection dans l'air qui brassent l'air dans le névé. Et donc, les concentrations dans ce névé sont plus ou moins égales aux concentrations dans l'atmosphère. Voilà, et cette zone convective à Domsé, elle est nulle au présent, et on a fait l'hypothèse qu'elle était nulle aussi pendant la dernière déglaciation. Voilà, donc on a maintenant le delta profondeur issu de l'azote 15 qui est donné par cette courbe en noir, et on voit qu'il y a une grosse différence avec le scénario de modélisation. Et jusqu'à cette époque-là, en fait, les gens disaient, bon, en fait, c'est les données de N15 qu'on ne comprend pas bien, en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, donc on les mettait de côté. Et en fait, moi, j'ai eu l'idée, avec mes collègues, d'utiliser des méthodes alternatives. Alors justement, on peut utiliser la bascule climatique bipolaire. Hein, et donc, dans la carotte de Domsé, vous avez le climat de l'hémisphère nord qui est enregistré via le méthane, avec ses transitions rapides. Et la bascule climatique bipolaire nous dit que ces transitions rapides sont en phase avec les extrémas de la température en Antarctique, qui est, elle, mesurée dans la composition isotopique. Donc, dans la même carotte, vous avez des événements synchrones dans la glace et dans les bulles d'air qui nous permettent d'estimer le delta profondeur. Et donc, quand on fait ça, on voit cette méthode de la bascule ici, on a 3 estimations qui sont plutôt en accord, finalement, avec le N15. Après, on peut faire encore une autre méthode alternative pendant la déglaciation, qui consiste à utiliser des forages à plus fort taux d'accumulation. Donc là, j'ai utilisé le forage de DML et de Talos Dome, en fait, en Antarctique, qui sont situés sur des zones côtières. Donc, les taux d'accumulation sont plus forts. Alors, là, j'ai représenté sur ce graphique la carotte de Domsé, avec sa chronologie glace et sa chronologie gaz, et puis les carottes de Taldice avec leur chronologie glace et leur chronologie gaz. On peut synchroniser les chronologies glace avec les enregistrements volcaniques, avec les pics volcaniques, et puis on peut synchroniser les chronologies gaz avec le méthane qui contient 3 variations abruptes lors de la dernière déglaciation. Donc si on connaît le delta profondeur à Taldice ou à EDML, on peut en déduire le delta profondeur à EDC. Vous allez me dire, ça ne fait que repousser le problème. Oui, mais en fait, comme Taldice et EDML ont un taux d'accumulation beaucoup plus fort, si on fait une petite erreur sur le delta, si on fait une erreur sur le delta profondeur, ça n'a un impact en termes de temps beaucoup plus réduit, 3 fois plus réduit que la même erreur sur le delta profondeur à EDC. Voilà, et donc si on fait ça, eh bien, on obtient ces courbes bleues, avec les barres d'erreur bleues et puis ces carrés bleus et verts qui sont situés ici. Et une fois de plus, on voit que finalement, c'est plutôt la méthode de N15 qui semble correcte et c'est les modèles qui semblent avoir un problème. Voilà, alors il fallait aussi, pour déduire le déphasage entre CO2 et température antarctique, il faut avoir une bonne courbe de température antarctique. Et donc ce que Monin et al. Avaient utilisé, c'était la courbe isotopique de Domsé, mais qui contient pas mal de bruit, en fait, quand on n'utilise qu'une seule carotte. Alors ça, c'est vrai que c'est une technique intéressante qui consiste à faire la moyenne de différents enregistrements en Antarctique. C'est une technique qui est de plus en plus utilisée de nos jours. On tire parti de la multitude de carottes pour avoir un scénario moyen. Donc c'est ce que j'avais fait à l'époque. J'avais, avec mes collègues, semé 5 carottes antarctiques, donc Domsé, Vostok, Dom Fuji, Taldice et EDML, qui étaient synchronisées soit par des volcans, soit par des enregistrements isotopiques eux-mêmes. Et puis, j'avais utilisé une méthode mathématique, ce qu'on appelle un fit, qui permettait de fitter les enregistrements de température antarctique et de CO2
par une courbe mathématique, donc continue et linéaire par partie, comme ça en 5 parties. Voilà, et voilà les résultats qu'on avait obtenus. Donc, vous avez sur ce graphique donc, de 22 000 à 9 000 ans dans le passé, hein, donc le temps s'écoule vers la gauche. Vous avez l'enregistrement isotopique de Dôme C, vous voyez, qui est pas mal bruité. Vous avez l'enregistrement de température antarctique à partir de 5 carottes, hein, vous voyez déjà que c'est beaucoup moins bruité. Et puis vous avez les concentrations en CO2, ici en vert clair. Et vous avez ici l'effet radiatif du CO2, et puis donc le méthane et la température au Groenland à partir de la carotte de Northgrip. Et vous avez sur un posé, en fait, les FIT, donc FIT de la température antarctique et FIT du CO2, et on peut maintenant calculer le déphasage entre les différents points de rupture de pente. Et ce qu'on avait obtenu, c'est qu'en fait, il n'y avait quasiment pas de déphasage, hein, aux incertitudes près, au démarrage de la déglaciation. Il semblait y avoir un léger retard du CO2 au début du Bulling-Alrode. À nouveau, pas de déphasage au début du Younger-Dryas, et par contre un déphasage assez significatif de 500 ans au début de l'Holocène. Voilà, et puis donc voici quelles étaient les conclusions principales de cette étude. Et puis en même temps, il y a une étude qui est sortie juste quelques mois auparavant de collègues australiens, Joel Pedro, qui étudiait le même problème mais à partir de carottes différentes. Donc il étudiait à partir de la carotte de Seipel Dome et de la carotte Lodome. Donc là aussi, ce sont deux carottes côtières donc, qui ont un taux d'accumulation beaucoup plus fort. Et donc un delta âge, hein, donc une différence d'âge entre la glace et les bulles d'air à la même profondeur beaucoup plus faible, et qui avaient aussi des enregistrements de CO2, alors pas de très très bonne qualité, mais quand même, ça semblait suggérer qu'effectivement, il y avait un déphasage beaucoup plus faible que ce qui avait été évalué jusqu'à présent, plutôt de l'ordre de 200 ans, entre la température antarctique et le CO2. Voilà, donc Ed Brooke de l'université de Corvallis avait écrit une perspective là, dans Science à propos de ces deux études, hein, où il montrait bien, j'aime bien cette courbe, je trouve qu'elle résume bien le problème, où il montrait effectivement la température antarctique et l'enregistrement de CO2 donc, issu de l'étude de Joel Pedro, et puis la température antarctique et le CO2 issus de notre étude, et qui montre qu'effectivement, ces deux paramètres sont beaucoup plus couplés qu'on ne le pensait auparavant, même en termes de déphasage. Alors, je vous ai dit, c'était un sujet un petit peu sensible à l'époque, hein, ce problème du déphasage CO2 température antarctique. Donc, ça avait été pas mal repris par les médias, hein, donc il y avait notamment eu cet article du New York Times, donc, qui disait qu'en fait, effectivement, le CO2 c'était une preuve de plus que le CO2 était une cause importante des changements climatiques passés. Et il disait quelque chose d'intéressant que je ne savais pas, en fait, c'est que quand Al Gore a sorti son film, donc Une vérité qui dérange, en 2007, il avait été attaqué par un républicain du Texas, Joe Barton, qui lui avait dit, regardez, en fait, le CO2 a commencé à démarrer après la température antarctique, donc en fait le CO2 n'a pas d'effet. Donc le New York Times était assez heureux de pouvoir contrer cet argument de réhabiliter Al Gore. Voilà, donc ça c'est pour la dernière déglaciation. Alors, on peut aussi s'intéresser aux autres déglaciations, et c'est ce qu'on avait fait dans ce papier d'Amael Landais, donc, qui avait étudié la terminaison 2, donc l'avant-dernière déglaciation. Et donc, elle avait repris un petit peu la méthode de Nicolas Caillon, donc elle avait utilisé l'azote 15, vous voyez, qui est bien en phase avec la température de cycle issue des isotopes de la glace. Et puis, elle avait pu donc montrer que pour la terminaison 2, effectivement, on a un petit peu le même scénario que pour la terminaison 1, c'est-à-dire qu'au début de la déglaciation, il semble qu'il n'y a pas de déphasage entre le CO2 et la température antarctique. Et par contre, à la fin, il semble qu'il y a un retard du CO2 qu'elle avait évalué à 900 ans. Alors, ce qu'on avait fait avec Amael, c'est qu'on avait repris aussi la méthode du delta profondeur,
qui est un petit peu moins précise pour la terminaison 2 parce que ça nécessite d'avoir une estimation de la fonction d'amincissement, et la fonction d'amincissement est plus importante, enfin, donc l'amincissement est plus important, donc l'erreur est plus importante, mais ça semble indiquer la même chose, c'est-à-dire qu'on a un CO2 et une température antarctique qui sont assez en phase au début de la déglaciation, et par contre un CO2 qui est clairement en retard à la fin. Voilà, alors c'est pas encore complètement la fin de l'histoire. Avec un de mes étudiants, Jay Beeman, on avait repris ce problème. On avait essayé d'être encore un petit peu plus précis qu'en 2013. Et donc on avait utilisé cette fois-ci ces 5 carottes antarctiques. Donc on avait éliminé la carotte de Vostok parce que c'est une vieille carotte. En fait, il y a plusieurs carottes qui ne sont pas très bien synchronisées entre elles. Il y a des problèmes d'incertitude sur les profondeurs. Donc on l'avait éliminé. Par contre, on avait utilisé la carotte de Dome Fuji et la carotte de Waste Divide. Et toutes ces carottes ont pu être synchronisées volcaniquement, hein, ce qui nous permet d'avoir une courbe de température antarctique encore bien plus précise. Et puis on a utilisé la courbe de CO2 de Waste Divide que vous retrouvez ici, en fait. Ici, pardon. Ces points bleus. Lors de la déglaciation, alors là, le temps s'écoule vers la droite, hein, je suis désolé, je ne suis pas cohérent. Donc cette courbe de CO2 de Waste Divide, elle est effectivement très bien résolue et très précise, publiée par Sean Marcotte en 2014. Pardon. Et puis l'intérêt de cette courbe de CO2, c'est qu'à Waste Divide, là aussi, il y a un taux d'accumulation qui est très fort. Donc l'incertitude sur le deltage est faible, hein, vous voyez, c'est cette courbe en bleu qui vaut au maximum une cinquantaine d'années. Alors il y a aussi une incertitude liée à la synchronisation volcanique, hein, donc vous voyez c'est cette incertitude en noir qui dépend de la distance au volcan le plus proche en gros, hein, donc quand on est à un volcan l'incertitude vaut 0, mais quand on s'en éloigne elle peut augmenter un petit peu, mais voilà, même combinées, donc ces deux incertitudes sont assez faibles. Et donc ce que Jay avait fait aussi, c'est qu'il avait développé une méthode mathématique encore plus sophistiquée pour déterminer les ruptures de pente. Et donc, alors, vous avez la courbe de température en Antarctique en rouge ici, la courbe de CO2 en noir, vous avez le méthane ici en violet. Et puis donc, ce que vous avez ici en haut, ce sont des histogrammes qui représentent une probabilité de rupture de pente, hein, donc dans la température antarctique et dans le CO2. Donc vous voyez que ce que semblait indiquer Jay, c'est que, l'étude de Jay, c'est qu'effectivement la température antarctique avait commencé à augmenter légèrement avant le CO2, mais on ne peut pas exclure qu'elles aient été en phase. Ensuite, pour l'onset du Bulling-Elrod et l'onset du Younger-Dryas, on a quelque chose qui est à peu près en phase. Et par contre, très clairement, là aussi, c'est confirmé, on a un retard du CO2 à la fin de la déglaciation. Alors, je vous dis, là, c'est vraiment un petit peu difficile de voir parce que ces courbes, c'est pas facile d'identifier des ruptures de pente dans ces courbes qui contiennent de la variabilité à plus haute fréquence. Et par exemple, si on lisse les deux courbes de température antarctique et de CO2, là, on obtient quelque chose qui est en phase au démarrage de la déglaciation. Donc voilà, on ne peut pas être vraiment conclusif, on va dire, à ce stade sur le début de la déglaciation. Par contre, on peut l'être sur la fin de la déglaciation. Là, très clairement, le CO2 est en retard. Alors avec Jay, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait même regardé les choses site par site. Donc on peut faire ces histogrammes de probabilité. On peut les décliner carotte par carotte. Vous voyez qu'effectivement, on n'a pas forcément la même relation de phase. Si on regarde par exemple le DML, qui est plutôt un peu en retard par rapport à DOMC ou TALDICE, etc. Alors, Waste Divide, lui, a un scénario très différent parce que la courbe de température antarctique, elle est assez différente. Elle est peut-être bien biaisée par des effets locaux, en fait, liés à la morphologie de l'Antarctique de l'Ouest. Et puis, donc, on peut à nouveau, alors cette fois-ci, ça c'est un petit peu un résumé, calculer ce déphasage entre température et CO2, température antarctique et CO2. Donc ça, c'est le démarrage de la déglaciation, où on voit que plus probablement la température est un petit peu en avance, mais on ne peut pas exclure
que ça soit en phase ou que le CO2 soit légèrement en avance. À l'onset de l'Antarctic Cold Reversal ou à la fin de l'Antarctic Cold Reversal, effectivement, les choses semblent à peu près être en phase. Et puis, par contre, assez clairement, là, encore une fois, on a un retard du CO2 à la fin de la déglaciation. Alors, on peut revenir au problème de départ. Pourquoi, finalement, l'étude de Monin et al. Se trompait, en fait, et estimait un déphasage, enfin, une avance beaucoup plus importante de la température antarctique? C'est parce que l'étude de Monin et al. Utilisait ces modèles physiques de Neve. Alors, a priori, c'est pas les modèles eux-mêmes qui étaient faux, mais c'est le forçage en température qui était faux. Hein. Donc, effectivement, Maël vous en a parlé, mais dans cette étude en 2021, Christophe Bussert a repris ce problème de la différence de température glaciaire-interglaciaire en Antarctique à partir de 3 méthodes. La méthode BH, ça veut dire borehole. En fait, ce qu'il fait, Christophe, c'est que c'est à partir de mesures de température dans les trous de forage. Et en fait, comme la glace est un super isolant, les températures de surface qu'il a fait au dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans ont laissé encore une empreinte dans le profil de température actuel de la glace en Antarctique. Une empreinte très faible, mais on mesure les températures avec une grande précision, de l'ordre du millième de degré. Et donc on peut retrouver cette empreinte et inverser finalement quelle était la température de surface en Antarctique il y a 20 000 ans. Et donc cette méthode du borehole, elle semble suggérer que le thermomètre isotopique a surestimé à peu près d'un facteur 2 le changement de température glaciaire-interglaciaire en Antarctique. Donc le thermomètre isotopique estimait quelque chose de l'ordre de 8-10 degrés, et en fait ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de 4-5 degrés. Et c'est confirmé par de la modélisation et également par ces modèles de Neve, si on les inverse, ces modèles de Neve qui simulent aussi les concentrations en azote 15 ou en argon 40, si on les inverse, on tombe sur le même scénario de température. Donc cette fois-ci, ce sont les histogrammes, plutôt de l'ordre de effectivement 4-5 degrés, par exemple, à Domsée. Voilà, donc j'ai fini pour ce problème du déphasage CO2 température antarctique. Je voulais vous parler maintenant de construire une courbe synthétique du Groenland à partir de l'enregistrement antarctique. Donc c'est en fait cette étude de Steve Barker dans Science en 2011. Donc ce qu'avait fait Steve. Donc la bascule climatique bipolaire, en fait, nous dit que pendant les phases froides du Groenland, l'Antarctique se réchauffe, et pendant les phases chaudes, l'Antarctique se refroidit. Donc en quelque sorte, c'est comme si le Groenland était, d'un point de vue mathématique, l'opposé de la dérivée de la température en Antarctique. Alors, du coup, on peut faire cet exercice. On prend la température antarctique. Alors, on prend les fréquences millénaires, donc on enlève les fréquences orbitales. Et puis, on prend cette température antarctique et on la dérive. Alors, on peut la dériver soit... ça dépend à quel pas de temps on la dérive. On peut la dériver à 200 ans, à 700 ans ou à 1000 ans. Et on peut comparer avec la partie haute fréquence de la température au Groenland, et on voit qu'on a des choses assez similaires. On retrouve à peu près les mêmes formes et la même variabilité millénaire. Voilà, donc du coup, à partir de l'enregistrement isotopique en Antarctique, on peut commencer par faire un lissage pour obtenir les basses fréquences, donc c'est la courbe rouge. Et la différence avec cette courbe rouge nous donne les variations haute fréquence de la température antarctique qu'on dérive. On peut comparer donc cet enregistrement de Groenland synthétique aux hautes fréquences avec l'enregistrement de Groenland aux hautes fréquences directement. Et puis après, si on ajoute les basses fréquences, on peut reconstruire un enregistrement de température au Groenland qui est synthétique et qui se compare bien avec le vrai enregistrement de température au Groenland. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que du coup, la température en Antarctique, on l'a sur 800 000 ans.
Et donc, au-delà de 125-130 000 ans, on peut avoir cet enregistrement de température synthétique au Groenland. Hein, donc ici, c'est la courbe rouge, ou les hautes fréquences, c'est la courbe orange, qu'on peut comparer à différents enregistrements de l'hémisphère nord qui montrent cette même variabilité millénaire. Par exemple, des spéléothèmes, donc les stalagmites dans les grottes, des enregistrements de pollen en Méditerranée, des enregistrements de pollen d'arbres, ou l'enregistrement en méthane à partir des carottes antarctiques. Voilà, donc on peut faire des comparaisons également sur des intervalles plus anciens, donc, comme 0,400 000. Toujours, par exemple, ici des enregistrements de spéléothèmes, l'enregistrement de méthane en Antarctique, ou des enregistrements marins, par exemple, qui montrent cette variabilité millénaire, ou sur 400 000 à 800 000 ans. Voilà, hein, donc c'est un petit exercice. Alors évidemment, on aimerait bien avoir un vrai enregistrement de température au Groenland, ce serait encore mieux, mais en attendant, c'est un petit exercice mathématique qui nous permet effectivement d'avoir un enregistrement synthétique qui peut être utilisé, par exemple, pour forcer des modèles de calottes polaires au Groenland. Voilà, alors j'en ai fini pour cette deuxième partie. Maintenant, je voulais aborder la troisième partie. Donc c'est le problème du déphasage Groenland-Antarctique lors de la bascule bipolaire. Donc, je vais vous parler en premier de cet article de Christophe Bussert, auquel j'ai participé aussi. Donc, ce qu'a fait Christophe dans cet article, c'est qu'il a repris l'enregistrement de température au Groenland. Alors là, le temps s'écoule de la gauche vers la droite cette fois-ci. Hein. Donc vous voyez ces événements de Dansgaard-Oshkosh. Donc là aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sommé les deux carottes du sommet du Groenland, donc Grip et Gispe 2, pour avoir un enregistrement un petit peu plus fiable. Il a également l'enregistrement de méthane à Waste Divide. Ici, c'est la courbe en vert. Et puis, il a une courbe sommée du deutérium excess. Alors, le deutérium excess, je crois qu'Amael vous en a parlé un petit peu, c'est un indicateur de la source des précipitations en Antarctique. Donc, ça nous donne une indication sur ce qui se passe à des latitudes un peu plus moyennes, en fait. Et puis, il a donc la courbe les courbes isotopiques en Antarctique, donc par exemple la courbe de EDML, qui est un petit peu particulière, comme Amael vous l'a dit. La courbe du plateau antarctique, qui est une somme en fait de dôme C et de dôme Fuji. Là aussi, on fait une somme et on a quelque chose d'un peu plus fiable. Ou alors une courbe sommée de toutes les carottes antarctiques, c'est la courbe en noir. Et donc, ce qu'a fait Christo, c'est que, en fait, alors si on regarde un événement en particulier, là aussi, c'est pas très évident d'être conclusif parce qu'il y a pas mal de bruit dans les enregistrements. Et ce qu'a fait Christo, c'est qu'il a eu l'idée de faire une courbe sommée de tous les événements de Dansgaard-Oshkosh, donc de toutes les transitions montantes de la température à North Grip, et d'avoir un scénario de Dansgaard-Oshkosh moyen, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc ce scénario moyen en Antarctique, on le retrouve ici, alors avec un scénario moyen de température antarctique en noir, ou un scénario du plateau en rouge, ou un scénario de EDML en bleu. Alors vous voyez tout de suite que EDML est assez différent du plateau. Hein, donc, dans le scénario du plateau, en fait, on a une augmentation continue de température 200 ans, et puis un maximum 200 ans après la transition au Groenland, alors que EDML, qui est encore une fois dans la région atlantique, lui réagit beaucoup plus rapidement à ce qui se passe au Groenland. Alors, ce qu'avait fait Christo, c'est qu'il avait fait une analyse en composantes principales. Hein, donc, c'est un outil mathématique qui permet de reconstruire les grandes tendances. Donc, avec une première composante en vert qui réagit lentement, et puis une composante en violet qui réagit rapidement. Et puis, en faisant une rotation mathématique, il avait réussi à obtenir ce qu'il appelle être un forçage océanique en vert et un forçage atmosphérique. Donc, le forçage océanique se transmet lentement vers l'Antarctique,
avec un déphasage d'à peu près 200 ans, et le forçage atmosphérique, lui, par contre, se transmet beaucoup plus rapidement en Antarctique. Voilà, donc le deutérium excess, qui est encore une fois un indicateur de la source de précipitation et un indicateur de ce qui se passe à des latitudes beaucoup plus basses, lui réagit effectivement beaucoup plus rapidement, donc il est influencé par ce qui se passe a priori dans l'atmosphère, et indique donc un changement similaire, rapide et similaire à celui de la composante atmosphérique. Voilà, donc ensuite, avec Anders Svensson, donc dans l'article d'Anders Svensson, on a repris un petit peu ce problème du déphasage nord-sud lors de la bascule climatique bipolaire. On l'a repris avec quelque chose d'un petit peu plus précis parce que, en fait, l'étude de Christo se basait sur la... Enfin, ce déphasage nord-sud était contraint à partir du delta profondeur, du delta H de la carotte de West Divide, en fait. Et donc, ce delta H à West Divide, il n'est pas très important, mais il est quand même un petit peu incertain. Donc là, on a fait quelque chose de beaucoup plus direct, c'est qu'on a synchronisé directement l'enregistrement de température à North Grip, en vert, avec les enregistrements de température en Antarctique, donc à EDML, à West Divide ou à ADC, à l'aide de volcans. Donc les volcans, c'est ces barres grises que vous voyez ici. Hein, donc c'est un petit peu plus difficile de synchroniser 2 carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique plutôt que 2 carottes de glace de l'Antarctique, par exemple, parce qu'il y a moins d'événements qui sont communs, mais on arrive quand même à le faire. Enfin, en tout cas, Anders est arrivé à le faire. Et on arrive comme ça à une synchronisation très précise. Hein. Vous voyez que, par exemple, pour la transition du Younger-Dryas, on a un certain nombre d'événements volcaniques, ou pour le Greenland Stadial 9, transition vers le Greenland Interstadial 8, on a effectivement un certain nombre d'événements volcaniques qui se produisent dans la transition et qui nous permettent finalement d'avoir une bonne synchronisation entre les enregistrements de température au Groenland et les enregistrements de température en Antarctique. Voilà, et à nouveau, ce qu'a fait Anders, c'est qu'il a fait un scénario de DO moyen. Alors, c'est pas parfait, effectivement, hein, de faire un scénario de DO moyen, ça ne répond pas à toutes les questions, mais quand même, ça nous permet d'enlever un certain nombre de bruits par rapport à regarder un seul événement. Et donc, il a montré quel était le scénario moyen de réponse de la température en Antarctique dans les différents sites, hein, donc c'est les différentes couleurs, ou le scénario moyen pour tous les sites en noir. Et on voit à nouveau, effectivement, que la température antarctique pique en moyenne un petit peu après ce qui se passe au Groenland, sauf dans le cas de EDML qui, lui, réagit quasiment instantanément. Hein, donc vous avez aussi les différents scénarios pour le deutérium excess, ici en bas. Voilà, donc... Ce que montrait Anders dans cette étude, c'est qu'effectivement, alors il réévalue un petit peu le déphasage des maxima de température antarctique. Lui, il ne trouve pas 200 ans, mais il trouve plutôt 122 ans, un pic 122 ans après la transition, enfin la mi-transition au Groenland. Et puis, en fait, alors la mi-transition, c'est peut-être pas le bon indicateur du déclenchement d'une transition DO. Il vaut peut-être mieux regarder la rupture de pente, par exemple, dans le deutérium excess, qui, elle, se produit 30 ans avant la transition en DO. Et là, à ce moment-là, on a un déphasage d'à peu près 150 ans entre, effectivement, cette transition dans le deutérium excess et l'extrémum dans la température antarctique. Voilà, ben, j'en ai fini maintenant, et on a peut-être un petit peu de temps pour répondre à quelques questions.